On pourrait dire que rien de tout cela ne serait jamais arrivé, si les hommes de Danro avaient pris la peine, une seule fois en 20 ans, de regarder Ylva, et de voir autre chose qu'une dette sur pattes. Mais d'un autre côté, s'ils avaient regardé de plus près, ils auraient vu ce qu'ils étaient en train de céder. Et aucun homme sensé ne donne un loup à un rival, en appelant cela une offrande de paix. Alors vraiment, quand tout s'est effondré, c'était de leur faute. Entièrement de leur faute. Ylva était la lame la plus affûtée de son clan depuis ses 15 hivers. Elle était aussi, par habitude, la bouche la plus silencieuse dans chaque pièce où elle entrait. Elle avait appris très tôt qu'une fille qui parle peu et tue bien est tout simplement laissée tranquille. Et être laissée tranquille était le seul héritage qu'elle ait jamais désiré. C'est sans doute pour cela que le matin où ils l'ont échangé au roi Alpha, aucun d'entre eux n'a pensé à lui demander son avis. La pierre frontière se trouvait dans un creux où deux territoires se rejoignaient. C'était une dalle grise et plate, polie par 100 ans de pourparlers. Le givre tenait encore dans l'herbe ombragée. Ylva se tenait là où il l'avait placée, les mains ballantes le long du corps. Elle fit ce qu'elle faisait toujours dans un lieu inconnu avant toute autre chose. Elle compta les issues, 3. Si elle était prête à saigner pour la 3e. Elle les compta sans bouger les yeux, puis elle s'obligea à s'arrêter. Car compter les issues est une habitude qui se lit sur un visage si on la laisse faire. Et elle avait passé sa vie à ne rien laisser paraître sur le sien. Draven se tenait à côté d'elle, une large main sur son épaule. Pour quiconque observait, la main semblait affectueuse. Elle ne l'était pas. C'était la poigne d'un homme qui tient une bourse qu'il a l'intention de dépenser. Il l'avait élevée comme un forgeron élève un marteau. Et ce matin, il posait le marteau sur la table d'un autre homme et s'en allait, plus léger. « Elle est le prix », dit Draven au cavalier de l'autre côté de la pierre, comme convenu. « La frontière au-dessus du Fenwald est à vous. Les raids s'arrêtent et vous prenez la fille. » Ylva savait depuis la veille ce qu'elle valait. Elle ne savait pas que cela sonnerait si insignifiant. Dit à voix haute. Une frontière qui valait une guerre, pesée contre une seule femme. Et la femme s'était avérée être le côté le plus léger de la balance. Elle garda une respiration régulière. Elle compta ses propres battements de cœur comme d'autres comptent jusqu'à 10. Et elle ne laissa son visage exprimer absolument rien. Les cavaliers s'écartèrent, et le roi Alpha s'avança à pied. Elle s'était attendue à quelqu'un de plus âgé. Les histoires le décrivaient comme un homme qui régnait depuis l'aube du monde. Assez froid pour geler les mots dans la gorge d'un envoyé. Et là, à la place, se trouvait un homme de moins de 30 ans. Aux cheveux sombres, minces comme une lame, buriné par les intempéries. Il ne regarda pas Draven. Il ne regarda ni la pierre frontière, ni les cavaliers, ni le givre. Il la regarda, elle. Et ce n'était pas le regard que les hommes lui portaient. Un regard qui glissait de son visage à ses mains, à l'endroit où la douceur d'une femme devrait se trouver, et qui repartait déçu. Sorin de Halvengard la regarda, comme un homme regarde un couteau à moitié tiré de son fourreau. Quand il ne peut pas encore dire s'il lui est offert ou s'il le vise. C'est donc tout, dit-il. Sa voix était calme. Une seule femme. C'est tout, dit Draven. Elle mange peu, et se plaint encore moins. Vous saurez à peine qu'elle est là. Quelque chose bougea au coin de la bouche du roi, qui n'était pas un sourire. J'en doute, dit-il. Puis il fit une chose étrange. Il franchit lui-même la distance qui les séparait, alors qu'un roi avait une douzaine d'hommes pour le servir, et il lui tendit la main comme si elle était une invitée à un festin, et non un sac de grains changeant de propriétaire. Ylva regarda la main. Elle pensa, très calmement, aux 4 manières différentes de la briser, avant qu'il n'ait fini son geste. Puis elle rangea cette pensée-là, où elle rangeait toutes ces choses, dans la cave froide et ordonnée derrière ses côtes. Elle ne prit pas sa main. La poigne de Draven se resserra sur son épaule, en guise d'avertissement, et elle le laissa faire. Car laisser Draven croire qu'il la contrôlait encore était une pièce qu'elle pourrait avoir besoin de dépenser plus tard. Le roi baissa la main sans changer d'expression, comme s'il s'y était attendu, et n'était que légèrement satisfait d'avoir eu raison. « Ce qui est pris, dit-il. C'étaient les mots que son peuple utilisait pour sceller un échange irrévocable, et cela l'a surpris qu'il les connaisse. Vous comprenez ce que ça veut dire, d'où vous venez. Je le comprends, dit Ylva. C'étaient les premiers mots qu'elle prononçait de toute la matinée. Bien, dit le roi Alpha. Puis, si bas que seule elle aurait pu l'entendre, si bas qu'elle douta presque de l'avoir entendu, il ajouta.
Alors vous comprendrez que je n'ai pas échangé une frontière contre une fille silencieuse qui mange peu. Il recula avant qu'elle ne puisse répondre, avant que son visage ne puisse trahir le choc. Il se tourna vers son cheval. « Amenez-la, dit-il à ses cavaliers. » Il se hissa en selle et ne la regarda plus. Et Ylva, qui n'avait été surprise par rien depuis très longtemps, se tenait sur le givre. Son cœur battait trop vite, et elle comprit qu'elle venait d'être achetée par un homme qui savait précisément ce qu'il achetait. Ils chevauchèrent vers le nord pendant 2 jours, et en 2 jours, le roi Alpha ne lui adressa pas la parole une seule fois. Cela ne troublait pas Ylva. Le silence était sa langue maternelle. Ce qui la troublait, c'était le calcul qui ne tombait jamais juste, peu importe comment elle s'y prenait. Un homme ne dépensait pas une frontière valant une guerre pour une simple fille de tribu, sauf s'il voulait la fille et non la frontière. Et un homme qui voulait la fille la regardait bien plus que celui-ci ne le faisait. Saurin chevauchait en tête de la colonne avec son second. Un homme large et au tempérament facile, que les autres appelaient Ron, et il la laissa au milieu de la file, comme un bagage. Et elle ne parvenait pas à décider si les mots à la pierre frontière avaient été une menace, un test, ou une chose qu'elle avait rêvée dans sa propre terreur. Elle retourna le puzzle dans sa tête pendant les longs et froids kilomètres. Elle n'en tira rien, sinon la certitude qu'elle détestait ne pas savoir, et qu'elle avait été livrée à quelqu'un qui avait l'intention de la laisser dans l'ignorance aussi longtemps que cela l'amuserait. Halvengard émergea des pins au 3e matin. Et malgré elle, Ylva oublia un instant de garder son visage impassible. Elle avait grandi dans une forteresse de bois et de tourbe, un endroit où le vent passait à travers les murs en hiver et où tout le monde sentait la fumée. Halvengard était en pierre, de la couleur d'un orage. Bâti en terrasse sur le flanc d'une montagne, jusqu'à ce que ses plus hautes tours atteignent le niveau des nuages. Il y avait plus de gens à l'intérieur de sa porte la plus basse qu'il n'y en avait dans tout Dunrow. Elle reprit le contrôle de son expression avant que quiconque ne la voie. Elle compta les issues du corps de garde. Puis elle compta les gardes, la hauteur des murs et l'unique escalier étroit qu'il faudrait tenir si l'endroit était pris. Et le temps qu'on la fasse entrer dans la grande cour intérieure, elle avait une carte de la citadelle derrière les yeux. Une carte qu'elle n'avait pas eu l'intention de créer. De vieilles habitudes. Une lame posée conserve toujours la forme d'une lame. Une femme l'attendait dans la cour, aux cheveux gris et carrés d'épaules. Elle avait l'autorité tranquille de quelqu'un qui a dirigé une grande maison pendant 40 ans et enterré 2 maîtres en le faisant. « Je suis Halda », dit-elle, examinant Ylva avec une franchise totale. « Vous êtes celle du Nord. » Ce n'était pas une question, alors Ylva ne répondit pas. Quelque chose dans la posture de la jeune fille sembla satisfaire la vieille femme. « Eh bien, vous avez plus de bon sens que les 3 dernières. Au moins, vous ne m'avez pas encore demandé où est le roi. » « C'est ce que les 3 dernières ont demandé ? » « Les 3 dernières, dit Halda, ont été renvoyées chez elle. » Elle le dit d'un ton léger, mais ses yeux restèrent sur Ylva un instant de trop. Et Ylva comprit qu'on venait de lui dire quelque chose, qu'elle était censée le comprendre. Et qu'elle ne savait pas encore de quoi il s'agissait. On lui donna une chambre. Rien que cela détendit quelque chose dans sa poitrine qu'elle avait gardé contractée depuis la pierre frontière. Car elle s'était attendue à une cellule. Et ce n'était pas une cellule. Elle était petite, simple et chaude. Avec une fenêtre qui donnait sur la montagne, un lit qui était le sien, et une porte qui se verrouillait de l'intérieur. Ylva resta au milieu de la pièce, un long moment après le départ d'Halda. Elle n'avait pas eu de porte se verrouillant de l'intérieur depuis son enfance. À Dunrow, la lame dormait là où la lame était gardée. Et la lame n'avait jamais le droit de s'enfermer, au cas où on aurait besoin d'elle dans la nuit. Elle verrouilla la porte. Elle s'assit sur le bord du lit qui était le sien. Elle pressa ses 2 paumes sur ses yeux le temps d'une respiration, et elle s'autorisa une unique respiration tremblante. Puis, elle prit le petit couteau qui reposait contre sa colonne vertébrale. Celui que les hommes de Draven n'avaient pas pensé à chercher, car ils n'avaient jamais imaginé qu'elle puisse porter une arme qu'ils ne lui avaient pas donnée. Et elle le plaça sous l'oreiller, où sa main pourrait le trouver en dormant. Il y a des conforts qu'une personne n'abandonne pas pour une chambre chaude et une vieille femme au visage bienveillant. Elle avait déjà eu chaud auparavant. La chaleur, d'après son expérience, était la chose qu'on vous donnait juste avant de vous demander d'aller faire la chose froide dans le noir. Elle était presque endormie quand les corps sonnèrent depuis les remparts. Pas la longue note unique d'un changement de garde. 3 coups brefs, montants, urgents.
la note qui signifie la même chose dans toutes les langues où elle l'avait entendue. Ylva fut sur ses pieds, le couteau à la main, avant même d'être complètement réveillée. Elle traversa jusqu'à la fenêtre. En bas, dans la cour éclairée par les torches, des hommes couraient vers la porte. Et au-delà du mur, dans la lisière noire des arbres, où rien d'amical ne devrait bouger, elle vit ce que la garde avait vu. Des formes parmi les pins, trop nombreuses pour être comptées. Elle se déplaçait avec la fausseté basse et fluide de chasseurs qui ne voulaient pas être vus, et qui l'avaient été malgré tout. La frontière était censée avoir acheté la paix. La frontière n'avait rien acheté du tout. Et le roi Alpha, qui l'avait payé avec elle, était sur le point de la prendre de la pire des manières. Le temps qu'Ylva atteigne la cour, les combats avaient déjà atteint la porte. Elle n'avait pas décidé de descendre. Ses pieds avaient décidé pour elle, comme ils le faisaient toujours, la portant vers les ennuis avant que sa partie sensée ne puisse formuler son objection. Elle sortit par une porte latérale dans le chaos. La lumière des torches, les cris et la confusion brutale d'un combat qui tournait mal. Elle s'arrêta dans l'ombre d'un contrefort et fit la chose qu'elle faisait le mieux au monde. Elle observa, et elle comprit plus vite que n'importe qui d'autre dans cette cour. Les assaillants n'étaient pas des pillards. Les pillards viennent pour le grain et les chevaux, et partent quand le coût devient trop élevé. Ceux-ci avançaient en formation, disciplinés, avec une cible, et ils visaient une seule chose. Cette chose était la grande silhouette sombre qui tenait le haut de l'escalier de la porte avec une poignée d'hommes épuisés. Ils voulaient le roi. Quelqu'un les avait envoyés pour le roi. La nuit même où un traité était censé le mettre en sécurité. Et il savait quel escalier il tiendrait. Ce n'est pas une chose que l'on sait par hasard. Elle nota la façon dont ils se séparaient et se reformaient, l'économie de leur mouvement. L'absence de tout intérêt pour les entrepôts, les chevaux ou le butin facile qu'une vraie bande de pillards se serait détachée pour prendre. Ces hommes avaient été payés pour une seule mort et comptaient bien la mériter avant de partir. Quelqu'un avec beaucoup d'argent et beaucoup de patience les avait achetés et dirigés. Et cette direction avait nécessité des connaissances qu'aucun ennemi au-delà de ces murs n'aurait pu posséder. Ylva rangea également cette information. Puis, elle arrêta de penser, car penser était lent, et elle n'avait plus les quelques secondes que la pensée coûtait. Elle escalada le mur, pas l'escalier. Le mur, à la main et à la botte, trouvant les fissures dans la pierre couleur d'orage, comme elle avait trouvé les fissures dans chaque mur qu'elle avait grimpé depuis qu'elle était assez petite pour se cacher dans une cheminée. Et elle grimpa dans le noir, du côté aveugle où personne ne regardait, car personne ne regarde jamais en l'air. Elle déboucha sur le rempart, au-dessus et derrière la formation des assaillants, son petit couteau entre les dents, et absolument rien dans le cœur. C'était la partie que Draven avait vendue. C'était la partie que la frontière avait achetée. Elle ne les avait simplement jamais laissés la voir le faire à la lumière du jour. Elle tomba à l'arrière de la formation comme une pierre qui chute. Ce qui se passa ensuite prit moins de temps à raconter qu'à faire, et ceux qui survécurent pour le raconter ne le racontèrent jamais deux fois de la même manière. Ils dirent que la fille du Nord se déplaçait comme de l'eau dévalant une pente, comme une créature faite de ténèbres, à qui on aurait oublié de donner une conscience. Elle prit la propre lame de l'homme le plus en arrière, car apporter plus d'acier que nécessaire était une habitude de débutant, et elle traversa l'arrière de cette formation disciplinée comme une aiguille traverse un tissu. Rapide, froide et certaine. Et la formation qui était sur le point de briser la ligne épuisée du roi découvrit soudain qu'elle était défaite par derrière, par quelque chose qu'elle ne pouvait ni voir, ni attraper. Sur l'escalier, Sorin sentit la pression contre ses hommes se relâcher. Il ne savait pas pourquoi. Il savait seulement que la force qui repoussait son peuple s'était soudainement retournée pour faire face à son propre cauchemar. Et il leva la tête, regarda en bas dans la cour, et la vit. Elle fut éclairée une fraction de seconde par une torche qui tombait. La silencieuse fille de tribu qui mangeait peu et se plaignait moins, debout dans un espace grandissant que les hommes cherchaient à fuir à en mourir, tenant l'épée d'un homme mort. Elle n'était pas descendue. Son visage était aussi vide et certain que celui de la montagne elle-même. Elle ne se battait pas comme les soldats se battent. Elle chassait. Et le roi de Halvengard, qui avait payé une frontière pour elle, et lui avait dit à la pierre qu'il savait exactement ce qu'il avait acheté, devint très immobile sur l'escalier. Car savoir une chose
et la voir ne sont pas pareils. Et il était en train de la voir. Les derniers assaillants rompirent les rangs et coururent vers la lisière des arbres. 2 d'entre eux y parvinrent. Ilva les laissa faire. On en laisse toujours 1 ou 2 rapporter l'histoire chez eux. Une histoire était aussi une arme. Et elle venait d'en écrire une à travers la cour d'une citadelle. Dans une langue que chaque ennemi de Halvengard serait capable de lire au matin. Elle revint à elle lentement, la cave froide derrière ses côtes se refermant. Elle prit conscience que la cour était devenue silencieuse, et que ce silence était pointé sur elle. Halda, dans l'embrasure d'une porte avec une lampe. Ran, saignant du bras. Des soldats médusés qui, 1 heure auparavant, l'avaient dépassée comme un bagage. Ils la regardaient maintenant, comme on regarde une chose qu'on a gardée dans une pièce chaude sans savoir ce que c'était. Et au-dessus de tous, sur l'escalier, le roi Alpha. Il ne la regardait pas avec peur, ni avec le triomphe avide d'un homme comptant ce qu'il possède. Il la regardait comme si elle venait de confirmer quelque chose sur la véracité de laquelle il avait misé très gros. Sorin descendit l'escalier. La cour retint son souffle. Il s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle puisse en finir avec lui en l'espace d'un mot. Il regarda l'épée de l'homme mort dans sa main, puis son visage. Et quand il parla, ce fut la 2e chose qu'il ait jamais dite, qui ne s'adressait qu'à elle. « Maintenant, dit-il doucement, nous devrions parler de la vraie raison pour laquelle je vous ai amené ici. » Et chaque issue qu'Ylva avait comptée depuis la pierre frontière, chaque sortie soigneusement cartographiée à travers cette citadelle de pierre et d'orage, devint silencieusement inutile au même instant. Car la seule porte dont elle avait vraiment besoin pour s'échapper était celle que cet homme s'apprêtait à ouvrir. Et elle savait déjà qu'elle allait la franchir. Ils ne parlèrent pas cette nuit-là. Un roi ne tient pas une conversation privée dans une cour remplie de morts récents. Et donc Sorin la regarda seulement un instant de plus, dit « Demain alors », et se tourna vers la tâche bien plus ordinaire de compter ses pertes. Mais Ylva ne dormit pas, et elle était presque sûre, d'après la lumière qui brûlait à la haute fenêtre de l'autre côté de la cour, jusqu'à ce que le ciel devienne gris, que lui non plus. Il la fit venir après le repas de midi. Pas dans une salle du trône, mais dans une petite chambre ronde au sommet de la tour. Pleine de cartes, de lumière froide et de l'odeur de vieille encre, et il y était seul. Ce qu'aucun roi ne devrait jamais être, avec une femme qui avait prouvé la nuit précédente qu'elle pouvait tuer une formation d'hommes entraînés le temps de faire bouillir un œuf. Ylva remarqua sa solitude. Elle remarqua qu'il avait remarqué qu'elle l'avait remarqué, et qu'il l'avait fait quand même. « Asseyez-vous, dit-il, ou non. Vous ferez comme bon vous semble de toute façon. Alors je nous épargnerai à tous les deux le prétexte que ma permission a de l'importance. » Elle s'assit, parce que s'asseoir mettait la table entre eux, et parce qu'elle voulait voir ce qu'il ferait d'une femme qui obéissait. Il n'en fit rien. Il la regarda simplement à travers les cartes avec ses yeux sombres et constants, et Ylva eut la sensation déstabilisante d'être lue par quelqu'un qui était meilleur à ce jeu qu'elle n'en avait l'habitude chez ses adversaires. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai échangé une frontière contre vous ?» dit-il. « Vous voulez le savoir depuis la pierre. C'est écrit sur le devant de votre esprit. Ce qui est remarquable, car rien d'autre chez vous ne transparaît. Alors je vais vous le dire. Et ensuite vous déciderez de rester et d'être utile, ou de partir et d'être chassé. Et dans tous les cas, j'aurai au moins cessé de vous regarder compter les portes. »« Je ne compte pas les portes, dit Ylva. Vous en avez compté 4 en entrant. Il y en a 3. Il faillit sourire. Vous avez inclus la fenêtre. J'en aurais fait autant. Elle ne dit rien. C'était la description la plus précise que quelqu'un ait jamais faite d'elle à voix haute. Et elle découvrit qu'elle n'aimait pas être décrite. « Quelqu'un dans ma propre maison essaie de me tuer, dit Sorin. Et toute la sécheresse quitta sa voix. Et ce qu'il y avait en dessous était très fatigué et très froid. Pas des PR, pas les gens de votre Draven. Peu importe sous quel déguisement la nuit dernière s'est présenté. Quelqu'un qui savait quel escalier je tiendrais, quelle nuit les murs seraient moins gardés, et combien d'hommes j'aurais sur eux. Ce n'est pas une chose qu'un ennemi sait. C'est une chose qu'un ami sait. Je règne depuis 3 ans, et depuis 3 ans je suis entouré de gens qui s'inclinent magnifiquement, sourient et attendent. Et je ne peux faire confiance à une seule âme qui m'ait jamais prêté serment. Car celui qui veut ma mort m'en a prêté un aussi. » Ylva resta très immobile. Elle commençait à voir la forme de la chose, et elle n'aimait pas cette forme. J'avais donc besoin d'une main, une que personne à cette cour ne penserait à surveiller, continua-t-il.
Une lame que personne ne reconnaîtrait comme une lame. J'ai entendu dire il y a plus d'un an qu'il y avait une fille à Dunrow. Que les hommes là-bas la chargeaient de leur meurtre silencieux, puis prétendaient qu'elle n'existait pas. J'ai entendu dire qu'elle était la meilleure qu'ils aient jamais vue, et que pas un d'entre eux ne prononcerait son nom en plein jour. Et j'ai pensé, il marqua une pause. J'ai pensé, voilà une femme qui est gaspillée en tant que secret. Je pourrais utiliser un secret. Et voilà. Ilva sentit la vieille chose froide se retourner derrière ses côtes. La déception familière et sans fond. Si usée par l'habitude qu'elle ne faisait presque plus mal. Elle avait traversé une frontière et un royaume. Et elle était arrivée à la fin, exactement là où elle était entrée. Une lame. Quelqu'un avait besoin d'un secret. Quelqu'un pouvait la dépenser. Elle s'était laissée imaginer, dans la petite chambre chaude avec la porte qui se verrouillait, que cette fois, ce serait peut-être différent. Et ce n'était pas différent. C'était seulement plus loin de chez elle. Vous avez échangé une frontière, dit-elle, sa voix plate et égale, contre un couteau que vous n'aviez pas beaucoup à nourrir. Quelque chose traversa son visage, rapide, parti avant qu'elle ne puisse le nommer. C'est ce que j'ai dit à la pierre, admit-il. C'est ce que j'ai laissé Draven croire. Ce n'est pas la totalité de ce que je pense. Il se pencha en avant. Mais je ne vous insulterai pas en prétendant que je ne suis pas venu au prix de Dunrow parce que vous m'étiez utile. Vous le verriez avant que j'aie fini la phrase, et alors vous me feriez encore moins confiance, et je préférerais que vous me fassiez confiance. Alors je vous donne la chose laide et vraie au lieu de la jolie et fausse. Oui, je voulais votre lame. Je ne vous dirai pas que je voulais quelque chose de plus noble, car je ne vous connaissais pas. Et un homme ne peut pas vouloir ce qu'il n'a pas rencontré. Ilva le regarda un long moment. C'était, elle devait l'admettre, une meilleure réponse que la jolie n'aurait été. C'était presque la seule chose honnête qu'un homme lui ait jamais donnée, sans vouloir quelque chose de plus doux en retour. Et elle détesta un peu à quel point cela la touchait. « Et maintenant, dit-elle, vous m'avez rencontré. Maintenant, dit le roi Alpha, la fixant dans les yeux, je trouve que le calcul a changé. Et je ne suis pas encore certain d'aimer ce en quoi il a changé. » Il se redressa. « Trouvez-moi celui qui veut ma mort. Ilva de Dunrow, vous êtes la seule personne dans cette citadelle qui ne doit rien à ces murs et ne sait rien de qui est censé être digne de confiance. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne ici qui peut voir clairement. Faites cela, et je déchirerai de mes propres mains le ce qui est pris est pris. Et vous pourrez aller où bon vous semble dans le monde, libre et assez riche pour ne plus jamais être échangé. C'était, pensa-t-elle, une très bonne offre. C'était si bon qu'elle commença immédiatement à se demander ce qu'il ne disait pas. Car d'après son expérience, la taille d'une offre était une juste mesure de la taille du mensonge qui se cachait en dessous. « Pourquoi devrais-je croire que vous laisseriez une lame aussi utile simplement s'en aller ?» demanda-t-elle. Saurin resta silencieux. Puis il dit « Vous ne devriez pas. » Et elle cligna des yeux, car c'était la dernière réponse à laquelle elle s'attendait. « Vous ne devriez croire rien de ce que l'on vous dit ici, y compris moi. C'est précisément pour cela que je vous veux. Maintenant, allez et commencez à ne pas croire les gens. Et commencez par l'homme appelé Ran. Parce qu'il tenait l'escalier à côté de moi la nuit dernière, et il est le seul qui savait que j'y serais. » Ilva se glaça. Ran, qui avait saigné pour son roi sur cet escalier. Ran, que le roi aimait manifestement. « Vous suspectez votre propre second, » dit-elle lentement. « Je suspecte tous ceux que j'aime, » dit Saurin. Et pour un instant, la fatigue en lui était si complète qu'elle cessa d'être la fatigue d'un roi et devint seulement celle d'un homme. C'est le grand luxe de votre position. Vous êtes autorisé à n'aimer personne du tout. Je vous envie presque. Il se retourna vers ses cartes, ce qui était un renvoi. Trouvez-le pour moi, avant qu'il ne trouve le bon escalier la bonne nuit. Je préférerais ne pas mourir surpris. Et Ilva sortit de la tour avec une connaissance nouvelle et terrible logée froidement dans sa poitrine. Ce n'était pas la connaissance de qui voulait la mort du roi, mais la connaissance qu'à un moment donné, entre la pierre frontière et cette pièce, elle avait commencé à se soucier de savoir s'il vivrait. Elle chassa comme on le lui avait appris, c'est-à-dire qu'elle observa. Pendant près de 3 semaines, Ilva devint exactement ce que tout le monde à Halvengard croyait déjà qu'elle était. Personne. Elle portait de l'eau. Elle réparait des harnais dans la cour où les conversations allaient bon train. Elle apprit qu'une femme qui ne dit rien se voit confier les mots de tous les autres. Et elle rassemble ces mots comme une pie rassemble des objets brillants.
Et la nuit, elle les étalait dans sa chambre verrouillée, les retournait et cherchait celui qui ne cadrait pas. Elle apprit lequel des gardes buvait, lequel des intendants tenait 2 jeux de compte, et laquelle des grandes dames haïssait laquelle. Et rien de tout cela n'était ce qu'elle cherchait. Et tout cela alla dans la cave froide et ordonnée derrière ses côtes, où elle gardait tout ce qui pourrait un jour être une porte ou une arme. Ce qu'elle trouva à la place, c'était le roi. Elle n'était pas partie à sa recherche. Il continuait d'apparaître dans les coins de sa chasse comme une pièce qu'elle ne pouvait s'empêcher de trouver. Elle observa depuis l'ombre du grenier un homme arrivé à la porte de la citadelle, à moitié mort d'une toux épuisante, un enfant sur la hanche. Un des 100 pétitionnaires ruinés qu'un roi pourrait renvoyer la conscience tranquille. Et elle regarda Sorin descendre lui-même, s'accroupir dans la boue pour être au niveau de l'enfant, et donner à l'homme non pas de l'argent, ce que les grands donnent quand ils veulent que les pauvres s'en aillent, mais une place, du travail, un toit, un avenir, ce que l'on ne donne que lorsqu'on veut que quelqu'un reste en vie. Il le fit sans public. Il ne savait pas qu'elle regardait. Une chose faite sans témoin est la chose la plus vraie qu'une personne possède. Et Ylva, qui ne faisait confiance à rien, découvrit qu'elle ne pouvait pas faire en sorte que cela sonne faux, peu importe comment elle s'y prenait. Elle l'observa de nouveau quelques jours plus tard. Et cette fois, c'était plus petit et pire, car les petites choses sont toujours celles qui vous défont. Un garçon des cuisines avait cassé une cruche d'huile sur les dalles du passage inférieur. Il se tenait là, blanc et tremblant, attendant le coup qu'un garçon à cet endroit apprend à attendre avant d'apprendre ses lettres. Et le roi était tombé dessus et ne l'avait pas frappé. Il s'était accroupi, avait regardé le désordre et avait dit quelque chose de bas qui avait fait cesser les tremblements du garçon. Puis il avait pris un chiffon lui-même et avait aidé l'enfant à essuyer l'huile des pierres de ses 2 propres mains royales, pour que personne en passant ne le voie. Elle avait grandi dans un endroit où une chose cassée était toujours le dos de quelqu'un à casser à son tour. Elle se tenait dans l'ombre du passage et regardait un roi s'agenouiller pour épargner une raclée à un garçon de cuisine. Et elle sentit le sol sur lequel elle s'était tenue toute sa vie bouger très légèrement sous ses pieds. De la même manière que le premier dégel fait bouger une rivière que l'on croyait être de la pierre solide. La cour avait un roi différent. Pour la cour, il était Sorin le froid, Sorin le dur. Le jeune Alpha qui avait enterré son père et son frère en un seul mauvais hiver et en était sorti fait de pierre. Ylva commença à comprendre que la pierre était portée sur le côté comme un manteau, et qu'il l'enfilait chaque matin comme elle enfilait son propre visage vide. Et pour la même raison, un homme entouré de gens qui attendent qu'il s'adoucisse pour pouvoir y glisser le couteau apprend à ne pas s'adoucir là où ils peuvent voir. Elle apprit la cour aussi. Elle apprit à connaître Dame Vion de Sar, qui se déplaçait dans la citadelle comme si elle en possédait déjà l'acte de propriété, dont la famille s'attendait à voir leur fille à la place vide à côté du trône, et qui devait maintenant regarder cette place occupée, aussi froidement soit-il, par une tueuse aux pieds nus d'une forteresse de tourbe et de fumée. Vion était intelligente, belle et gracieuse avec Ylva en face. De cette manière particulière, qui signifie qu'une femme vous mesure pour une tombe. Une fois, en passant dans une galerie, elle s'arrêta et toucha la laine rugueuse de la manche d'Ylva entre 2 doigts, comme on teste la qualité d'une chose au marché. Elle sourit et dit « Comme le Nord va bien à certaines personnes », et continua son chemin avant qu'Ylva ne puisse répondre. Ylva la classa parmi les choses qui ne cadraient pas encore et continua d'observer. Et elle ne laissa pas voir sur son visage qu'elle avait déjà, par longue habitude, compté les 3 manières différentes dont elle aurait pu en finir avec la femme dans l'espace de ce seul sourire. Et elle observait Ran, parce que le roi le lui avait dit, et parce qu'elle était assez honnête avec elle-même pour admettre qu'elle voulait que Ran soit innocent, pour que Sorin puisse avoir une personne au monde qu'il n'ait pas à suspecter. Elle observait Ran la nuit où tout a basculé. Elle l'avait suivi jusqu'aux entrepôts bas sous le mur est, où un homme n'avait rien à faire à cette heure. Et elle était montée dans les chevrons pour l'observer, comme elle observait tout d'en haut, là où personne ne regarde. Et elle l'avait vu rencontrer une silhouette encapuchonnée dans le noir et lui passer un papier plié. Et son cœur était devenu cendre dans sa poitrine, car c'était là, la chose qui cadrait. Le propre second du roi le vendant dans le noir. Elle avait déjà commencé à bouger. Elle avait la main sur son couteau, et elle décidait déjà, de la manière froide dont elle décidait de telles choses,
si elle prendrait d'abord celui qui était encapuchonné, ou Ran, et comment elle le ferait, pour qu'aucun ne fasse de bruit. Et puis la silhouette encapuchonnée tourna la tête vers la lumière de la lampe pour parler, et c'était le roi. C'était Sorin. Ran ne le trahissait pas. Ran lui faisait son rapport. Les deux, complices comme larrons en foire dans le noir. Et le papier plié allait du second au roi, et non l'inverse. Et Ylva, accroupie dans les chevrons, la main toujours sur son couteau, comprit que Sorin l'avait envoyé chasser un homme en qui il avait déjà une confiance absolue. Il l'avait mise sur la piste de Ran pour voir ce qu'elle ferait. Il l'avait utilisée pour tester le soupçon même qu'il lui avait confié. Ce qui signifiait qu'il n'avait jamais vraiment suspecté Ran du tout. Ce qui signifiait que toute la terrible confidence dans la tour, le propre second de l'homme, le grand luxe de n'aimer personne, avait été au moins en partie une performance mise en scène pour un public d'une seule personne. Et ce public, c'était elle. Elle aurait dû être furieuse. Elle attendit d'être furieuse. Au lieu de cela, accroupie dans le noir au-dessus des deux seules personnes de toute cette citadelle qui se faisaient entièrement confiance, regardant les épaules du roi se détendre de leurs pierres, au moment où il se croyait non observé. L'entendant rire une fois, doucement, à quelque chose que l'autre homme disait. Un vrai rire, sans garde. Un son qu'elle ne savait pas qu'il possédait. Ylva sentit quelque chose dans sa propre poitrine se détacher et glisser latéralement vers une chaleur pour laquelle elle n'avait ni nom ni défense. Et elle pensa, avec la certitude claire et sans espoir d'une femme regardant le sol s'ouvrir sous ses propres pieds, qu'elle était dans de très sales draps. C'était le genre de problème dont elle savait comment se sortir en tuant. Nous allons faire une petite pause ici. Si ce genre d'histoire vous plaît et que vous souhaitez en découvrir d'autres, vous pouvez nous suivre en vous abonnant. Cela ne vous coûte rien, juste un instant. Maintenant, retournons à Ylva, et à la nuit où toute la citadelle est sortie pour danser. L'occasion était le traité. Aussi mince que la paix avec Dunro se soit avérée. Aussi nombreux que les hommes armés soient sortis de la lisière des arbres depuis qu'une frontière avait changé de main et qu'un marché avait été conclu. Halvengard était un endroit qui marquait ses marchés, avec du vin, du feu et une salle pleine de gens prétendant, pour une nuit, que le monde était sûr. On dit à Ylva qu'elle y assisterait. On lui dit que c'était attendu d'elle, que le marché nordique du roi ne pouvait pas être vu se cachant dans le grenier comme un voleur. Et Halda la mit dans une robe de la couleur de l'eau profonde, recula et la regarda longuement sans rien dire du tout. « Quoi » dit Ylva, mal à l'aise sous ce regard. « Rien » dit Halda, d'une douceur inattendue. « Seulement qu'ils te regarderont tous ce soir et penseront te voir pour la première fois. Et pas un seul d'entre eux ne comprendra qu'ils ne te voient toujours pas du tout. J'ai dirigé cette maison pendant 40 ans, ma fille. Je sais reconnaître une chose gardée dans une pièce chaude. J'espère seulement que celui qui ouvrira enfin la porte aura le bon sens d'être doux avec ce qu'il trouvera. » Et elle ne dit plus un mot à ce sujet. Et Ylva descendit dans la salle avec la signification des paroles de la vieille femme pesant étrangement et lourdement sous ses côtes. La salle était lumière, bruit et la pression de trop de corps. Ylva se tenait au bord, en bleu marine, et elle, qui n'avait jamais eu peur d'une pièce pleine d'ennemis, découvrit qu'elle avait peur d'une pièce pleine de gens qui s'amusaient, parce qu'elle n'en connaissait pas la forme. Et une chose dont elle ne connaissait pas la forme était la seule chose qui l'ait jamais effrayée. Elle comptait les issues, parce qu'elle comptait toujours les issues, et il y en avait 5. Et les connaître n'aidait en rien, car le danger dans cette pièce n'était pas un danger auquel elle pouvait échapper en grimpant un mur. Puis elle sentit la pièce changer, de la même manière qu'une forêt change lorsqu'un grand animal y pénètre. Elle se retourna et le roi traversait le sol vers elle. Il ne portait pas la pierre. C'était la première chose qu'elle comprit, et cela la défie plus que n'importe quelle lame ne l'avait jamais fait. Il traversa sa propre salle lumineuse, pleine de gens qui attendaient, observaient, mesuraient, et il ne regarda aucun d'eux. Il s'arrêta devant la tueuse aux pieds nus de la forteresse de Tourbe et lui tendit la main, exactement comme il l'avait fait à la pierre frontière. Le même geste, la même paume ouverte. Toute cette première matinée froide lui était offerte une seconde fois, pour voir ce qu'elle en ferait maintenant. La salle devint silencieuse sur les bords. Quelque part, Dame Vion de Sar regardait avec un visage comme une jolie porte fermée. Et Ylva, qui avait refusé cette main une fois sur le givre, avec 4 façons de la briser,
déjà compté, la regarda et ne compta rien du tout. Elle n'aurait pas pu dire ce qui avait changé. Seulement qu'elle avait passé 3 semaines à regarder cet homme être gentil, là où personne ne pouvait voir, à porter ses morts, là où personne ne pouvait aider, et à mettre sa pierre chaque matin comme elle mettait son vide. Et quelque part au cours de ces 3 semaines, le calcul avait changé pour elle aussi, exactement comme il l'avait prévenu à la pierre que cela pourrait arriver. Et elle n'était plus certaine d'aimer non plus ce en quoi il avait changé. Et elle découvrit qu'elle s'en fichait. Elle mit sa main dans la sienne. La salle laissa échapper son souffle. La musique les emporta, et Ylva, qui pouvait escalader un mur dans le noir et défaire une formation d'hommes entraînés, et qui n'avait jamais de sa vie appris un seul pas de danse, laissa le roi Alpha la guider à travers la danse. Lentement, maladroitement, tous les deux terribles à cela, et aucun des deux ne s'en souciant. « Vous comptez, murmura-t-il près de son oreille. Je peux sentir que vous comptez les pas. Je compte tout, dit-elle. C'est la seule façon que je connaisse d'être dans une pièce. Essayez seulement d'être dans celle-ci, dit-il. Je garderai les portes. Juste cette fois, laissez quelqu'un d'autre garder les portes. Et Ylva, absurdement, incroyablement, pour la durée d'une chanson dans une salle pleine de gens qui pensaient enfin la voir, arrêta de compter les issues. Elle n'avait pas arrêté de compter les issues depuis l'âge de 5 ans. Elle laissa un homme en qui elle avait toutes les raisons de ne pas avoir confiance tenir toute la forme dangereuse de la pièce pour qu'elle n'ait pas à le faire. Et elle posa sa tête, le temps d'un battement de cœur, à l'endroit où son épaule rencontrait sa gorge. Et c'était la chose la plus imprudente qu'elle ait jamais faite. Car de toutes les autres, elle avait toujours connu la sortie, et de celle-ci, elle était soudainement et joyeusement ignorante. La chanson se termina. La réalité revint dans la salle par degrés. Et par-dessus l'épaule du roi, alors que le monde revenait, les yeux d'Ylva tombèrent sur un homme près de la grande porte qu'elle n'avait pas vu arriver. Un cavalier aux vêtements de voyage, à qui l'on passait discrètement une coupe, portant à son cou un petit jeton en fer forgé qu'elle connaissait mieux que ses propres mains, car elle avait grandi dans la forteresse qui les forgeait. Et personne ne portait ce jeton, sauf les hommes jurés de Draven. Son seigneur de clan avait envoyé un cavalier au cœur de Halvengard la nuit de la fête du traité, et le cavalier ne regardait pas du tout le roi. Il la regardait, elle. Elle ne laissa pas son visage changer. Elle ne changeait rien à son visage depuis, avant de savoir parler, et elle n'allait pas commencer maintenant. Dans une salle lumineuse, avec la chaleur du roi encore sur sa main, et un homme juré de Draven la regardant par-dessus le bord d'une coupe volée. Elle sourit à Sorin comme si rien ne s'était passé, dit quelque chose de léger dont elle ne se souvint pas par la suite, et se glissa hors de la salle par le passage des serviteurs qu'elle avait appris à connaître. Et elle trouva le cavalier qui l'attendait dans l'obscurité des écuries, comme s'il avait su qu'elle viendrait, parce que bien sûr il le savait. Draven n'envoyait jamais un homme pour livrer la moitié d'un message. « Tu es devenue bien belle », dit le cavalier. Elle le reconnut maintenant qu'elle était proche. Torv, un des tueurs plus âgés. Un homme qui l'avait regardée s'entraîner quand elle était petite, et qui ne lui avait jamais parlé comme si elle était une enfant, ou une personne, ou autre chose qu'un outil en train d'être affûté. De la soie bleue, dansant avec les rois. Ton père en aurait ri à s'en rendre malade. Draven n'est pas mon père. Non, convint Torv. Il est ton propriétaire. Et un propriétaire aime savoir que sa propriété est là où il l'a laissée, faisant le travail pour lequel elle a été envoyée. Il posa la coupe. Tu n'as pas fait le travail, Ylva. Cela fait 3 semaines. L'homme respire encore. Et voilà. Et c'était pire qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'était dit, pendant 3 semaines d'observation, que Draven l'avait échangé contre une frontière et rien de plus, qu'elle était un prix payé et oublié, libre enfin de la forteresse, sinon d'autre chose. Elle entendait maintenant à quel point cet espoir avait été enfantin. Draven ne payait pas de prix. Draven posait des pièges, et elle se tenait au milieu d'un, et elle avait été l'appât et la lame à la fois, et ne l'avait pas su. « Tu n'as jamais été une offrande de paix », dit-elle lentement, s'obligeant à le dire à voix haute, pour que cela ne puisse plus être une chose qu'elle savait à moitié et se cachait à moitié. « Vous m'avez mise à l'intérieur de ces murs pour le tuer. » « Nous t'avons mise à l'intérieur de ces murs, » dit Torv, patient comme un homme expliquant la météo, parce qu'il chassait un traître dans sa propre maison. Et un roi chasseur,
trouve une chasseresse et la lâche. Elle ne pense jamais à se demander qui l'a lâché sur lui. Tu allais toujours avoir libre cours dans cet endroit. Tu allais toujours avoir sa confiance pour garder ses arrières. Draven a simplement vu la forme de la chose 1 an avant le jeune alpha. Il sourit. Et quand le roi mourra avec le couteau d'une tueuse du Nord en lui, et que tout Halvengard apprendra qu'il a fait entrer cette tueuse par sa propre porte et dans sa propre confiance, personne ne cherchera la main de Draven. Ils te regarderont, toi. Tu n'es pas l'arme, ma fille. Tu n'as jamais été assez intelligente pour qu'on te fasse confiance avec seulement ça. Tu es l'histoire qu'ils raconteront après. Tu l'as toujours été. La cave froide derrière ses côtes, qui avait contenu chaque chose terrible que l'on lui avait jamais demandé, s'ouvrit. Et cette fois, elle ne tint pas, car elle voyait tout maintenant. Elle voyait toute sa vie étalée à plat comme une carte, sous une lumière froide. Chaque meurtre silencieux, chaque chambre chaude offerte juste avant le travail froid dans le noir. Le grand mensonge. Elle avait été élevée à l'intérieur et l'avait pris pour la forme du monde. Elle était une chose qu'on utilisait. C'était tout ce qu'on lui avait jamais permis d'être. Et elle avait traversé une frontière et un royaume. Elle avait posé sa tête sur l'épaule d'un homme, dans une salle lumineuse, et avait arrêté de compter les portes. Et elle était toujours, sous la soie bleue, seulement un couteau que d'autres hommes prenaient. « Et si je ne le fais pas, dit-elle, si je le laisse vivre ?» Alors Dunro brûle au printemps, dit Turb simplement, et chaque âme dans cette forteresse qui t'a jamais nourri, ou enseigné, ou a monté la garde à tes côtés, brûle avec, et tu sauras que c'est de ta faute. Parce que tu avais la vie du roi entre tes mains, et que tu as choisi un étranger, plutôt que ton propre peuple. Draven a pensé à tout, Ylva. Il le fait toujours. Tu as jusqu'à la nouvelle lune. Il se détacha du mur. C'était bon de te voir danser. Je ne savais pas que tu avais en toi de ressembler autant à une fille. Il disparut dans la nuit, avant qu'elle ne puisse le tuer. Et elle le voulait. Elle le voulait comme elle n'avait jamais rien voulu. Et elle se tenait seule dans l'obscurité des écuries et comprit que tuer Torv ne résoudrait absolument rien, parce que le piège n'était pas Torv. Le piège, c'était que tous ceux qui avaient jamais connu son nom n'avaient jamais voulu que sa main. Et maintenant, le seul homme qui lui avait fait croire, le temps d'une chanson, qu'il pourrait vouloir plus, l'avait amené ici pour sa main aussi. Il l'avait dit lui-même dans la tour. Il lui avait dit la chose laide et vraie, et elle l'avait un peu aimé pour cette honnêteté. Et l'honnêteté n'avait pas été toute la vérité, après tout. Parce que Sorin avait su, elle en était certaine, debout là. Un roi si prudent, si doué pour lire le devant de son esprit, avait su qu'il y avait une chance réelle, que la lame pour laquelle il avait échangé une frontière ait été forgée et livrée pour mettre fin à sa vie. Et il l'avait quand même fait entrer dans ses murs, et il l'avait lâchée sur son propre second pour voir ce qu'elle ferait. Et il ne lui avait jamais dit qu'il testait si elle était venue pour le tuer. Il l'avait utilisée exactement comme Draven l'avait fait. Il avait simplement été plus gentil à ce sujet. Et la gentillesse, elle l'avait toujours su, était la chose qu'on vous donnait juste avant le travail froid dans le noir. Elle ne dormit pas. Elle s'assit sur le sol de la petite chambre chaude, le dos contre la porte qui se verrouillait, le petit couteau lâche dans sa main. Et elle laissa le froid entrer complètement pour la première fois depuis son enfance. Elle pensa au visage de Dunro, ceux que Torv avait nommés sans les nommer, la femme qui lui avait donné des restes les années où Draven oubliait qu'elle avait besoin de manger, le vieil homme qui lui avait appris à lire le vent. Les enfants qui ne savaient pas encore ce que la forteresse ferait un jour d'eux. Elle pensa à un homme parmi ses cartes qui riait sans garde dans le noir quand il croyait que personne ne pouvait voir. Elle posa les deux choses sur les balances froides derrière ses côtes et les pesa l'une contre l'autre toute la nuit. Et les balances ne se stabilisèrent pas, car pour la première fois de sa vie, les deux plateaux contenaient quelque chose qu'elle ne pouvait supporter de laisser tomber. Et quand la lumière grise monta sur la montagne, seule la certitude qu'elle ne pouvait pas continuer sans en avoir une. Alors elle alla trouver le roi, car quoi qu'elle soit d'autre, elle n'était pas une lâche. Et il lui restait une question qui comptait. Il était déjà dans la tour. Il était toujours déjà réveillé. Il leva les yeux de ses cartes quand elle entra. Et ce qu'il vit sur son visage le fit poser sa plume très soigneusement. De la manière dont un homme pose une chose quand le sol a commencé à bouger. « Vous saviez, dit-elle, quand vous avez accepté le prix de Draven. Vous saviez qu'il y avait une chance qu'il m'ait envoyé pour vous tuer. » Sorin ne l'insulta pas en prétendant ne pas comprendre. Au moins, elle lui accorderait cela jusqu'à la fin de sa vie.
Il reste silencieux un long moment, puis il dit « Oui, dites tout. Je savais que Draven ne donne pas ce qui a de la valeur, dit-il. Je savais qu'un homme comme ça ne donne pas à un rival sa meilleure tueuse pour un bout de frontière, sauf si la tueuse est censée continuer à travailler pour lui après la remise. Je soupçonnais que vous aviez été envoyé pour en finir avec moi, ou pour être blâmé pour ma faim, ou les deux. Et j'ai accepté l'échange quand même. Parce que le moyen le plus sûr de trouver la main à l'intérieur de ma maison était de faire entrer une lame que mon ennemi croyait encore tenir, et de laisser mon ennemi la déplacer. Et de regarder où elle allait. Sa mâchoire était crispée. Je vous ai mis sur la piste de Ron, pour voir si vous chasseriez vraiment pour moi, ou si vous feriez seulement semblant en attendant votre propre moment. Quand vous nous avez trouvés dans le noir et que vous n'avez pas frappé, j'ai eu ma réponse. Je vous fais entièrement confiance depuis cette nuit. J'aurais dû vous dire pourquoi je ne le pouvais pas avant. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que c'était de la stratégie. C'était de la lâcheté. Je ne voulais pas regarder votre visage quand vous apprendriez ce que j'avais pensé que vous pourriez être. C'était, encore une fois, plus honnête que n'importe quel homme ne l'avait jamais été avec elle. Et c'était la partie la plus cruelle, car cela signifiait qu'elle ne pouvait même pas le haïr proprement. « Vous m'avez utilisé, dit-elle. Vous m'avez amené ici pour être déplacé sur un échiquier, tout comme lui. La seule différence entre vous et Draven, c'est que Draven n'a jamais prétendu que j'étais autre chose qu'un couteau. Et vous m'avez laissé croire, dans cette salle, avec votre main tendue, que je pourrais être une femme. Sa voix ne s'éleva pas. C'était pire qu'elle ne le fasse pas. Savez-vous quelle est la chose la plus cruelle que vous m'ayez faite? Ce n'est pas l'échange, ce n'est pas le test. C'est que vous m'avez montré, le temps d'une chanson, ce que cela aurait pu être d'être désiré pour autre chose que le meurtre. Et maintenant, je dois porter ça. Je n'avais pas à porter ça avant. Je ne savais pas ce qui me manquait, et maintenant je le sais. Et c'est une chose que vous m'avez faite, et ça ne peut pas être repris non plus. Elle prit une profonde inspiration. Vous êtes un homme meilleur que Draven, Saurin de Alvengard. Je vous ai observé pendant 3 semaines, et je sais que c'est vrai. Et ça ne change rien. Parce que pour chacun d'entre vous, de la forteresse à cette tour, je n'ai jamais été que la chose que vous prenez quand le travail est froid. Le mot sortit d'elle, d'un endroit qu'elle avait gardé verrouillé toute sa vie. Je suis si fatigué qu'on me prenne. Il brûlera Dunrow si vous vivez, dit-elle, chaque âme qui s'y trouve. Il me l'a dit la nuit dernière. C'est le prix de votre vie. Maintenant, c'est mon peuple ou vous. Elle le regarda et le laissa tout voir. L'épuisement, la ruine et la chose en dessous pour laquelle elle n'avait pas de nom. Alors vous voyez, votre majesté, vous aviez raison de me suspecter. Vous auriez dû continuer à me suspecter, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et je pense que vous non plus. Et elle se tourna, sortit de la tour, et laissa le roi de tout le Nord, seul au milieu de ses cartes, avec la compréhension écrite clairement sur son visage qu'il avait brisé quelque chose de ses 2 propres mains. Une chose fragile et nouvelle qui avait commencé à grandir dans le noir entre eux. Et qu'un homme ne peut pas débriser une chose, simplement parce qu'il donnerait son royaume pour le faire. Elle traversa la citadelle qui avait presque commencé à ressembler au premier endroit où elle s'était jamais sentie en sécurité. Elle passa devant Halda, qui vit son visage, tendit la main et n'osa pas tout à fait la toucher. Elle marcha jusqu'au rempart et se tint là, dans le froid, et regarda vers le nord, vers Dunrow, qu'elle avait passé toute sa vie à désirer fuir, et qu'elle devrait maintenant, semblait-il, choisir de sauver. Elle n'entendit pas la femme arriver derrière elle. C'est ce qui lui dit plus tard, à quel point elle était perdue, à quel point le chagrin l'avait défaite, car Ylva de Dunrow n'avait jamais de sa vie laissé quelqu'un arriver derrière elle sans l'entendre. Et Dame Vion de Sar traversa toute la longueur de ce rempart et se tint à son épaule avant qu'Ylva ne sache qu'elle était là. « Vous avez l'air d'une femme confrontée à un choix difficile, » dit Vion, regardant les pins avec un petit et joli sourire. « Quelle chance! Je suis venu vous le faciliter. Je sais ce que vous êtes, » dit Vion agréablement. « Je le sais depuis la cour, la nuit où vous avez défait ces hommes. Je me tenais à une haute fenêtre et je vous ai regardé grimper le mur de ma citadelle, comme de l'eau qui remonte. Et j'ai pensé, la voilà enfin, la chose que Draven m'a promise. Savez-vous que pas une autre âme dans toute cette cour ne l'a vue pour ce que c'était? Ils ont vu une fille chanceuse, avec un couteau.
J'ai vu la lame silencieuse du Nord livrée à ma porte dans un emballage de soie de tribu. Elle sourit. Draven et moi sommes du même avis depuis un certain temps. Vous comprenez? Il veut le jeune roi mort, et Halvengard sans chef, et mûr pour la cueillette. Je veux la place vide à côté du trône, enfin remplie par quelqu'un du sang approprié. Une fois que le trône aura un nouveau corps plus agréable, nos objectifs s'aligneront magnifiquement. Exactement le temps qu'il faut pour se débarrasser de Sorin. Et après cela, eh bien, je suis sûr que Draven et moi trouverons quelque chose sur quoi être en désaccord. Elle tourna son joli visage vers Ylva. Vous êtes le couteau. Je suis la main à l'intérieur de la maison qui savait quel escalier, quelle nuit, combien d'hommes. Entre nous, la chose est déjà à moitié faite. Il ne reste plus qu'à vous de faire la partie pour laquelle vous avez été faite. Et je veillerai à ce que Dunro soit épargné, et que vous partiez riche et libre. Ce qui est plus que ce que cet homme froid dans la tour ne vous donnera jamais vraiment, quoi qu'il dise avec sa main tendue. Et Ylva comprit, debout sur le mur froid avec les deux moitiés du piège enfin révélées à elle en même temps, que c'était le moment pour lequel toute sa vie avait été façonnée. Chaque homme qui l'avait jamais utilisé avait construit, sans le savoir, une femme qui pouvait se tenir sur un haut mur avec le destin d'un royaume entre ses mains, et à qui on pouvait faire entièrement confiance pour choisir le couteau, parce que c'était ce qu'elle était. C'était ce qu'elle avait toujours été. Ils étaient tous d'accord là-dessus, de Draven à Torv en passant par Vion. Et la chose terrible, la chose qui l'avait tenu éveillée contre la porte verrouillée, c'était que jusqu'à ce moment précis, elle avait été plus qu'à moitié d'accord avec eux. « Vous saviez quel escalier il tiendrait » dit Ylva lentement. « La première nuit, l'attaque qui a échoué. Je sais tout ce qu'il fait avant qu'il ne le fasse, » dit Vion. « Je me suis tenu au bord de sa cour pendant 3 ans, attendant, apprenant la forme de ses jours comme on apprend la forme d'une serrure. Vous voulez l'ouvrir? Il ne fait confiance à personne. C'est le grand défaut que les chansons ne mentionnent jamais chez les hommes comme lui. Qu'un homme qui ne fait confiance à personne ne dit rien à personne, et donc personne ne peut le trahir. Et donc il ne pense jamais à se prémunir contre celui qui observe simplement et compte. Son sourire s'élargit. Il ne fait confiance à personne, sauf, semble-t-il, depuis peu, à une tueuse du Nord aux pieds nus. C'est précisément pourquoi ce doit être vous qui le faites. Et précisément pourquoi il ne le verra jamais venir. Non, dit Ylva, il ne le verra pas. Et elle bougea. Pas vers Sorin. Vion avait fait la même erreur que chacun d'eux. L'erreur que Draven avait faite à la pierre frontière et que Torv avait faite dans les écuries. Celle de regarder Ylva et de ne voir que la lame, et jamais la main qui choisissait où elle tombait. Ylva prit Dame Vion de Sar par le devant de sa belle robe et la pencha en arrière par-dessus le parapet, au-dessus de la longue chute grise. Et elle mit le petit couteau, celui que personne n'avait jamais su qu'elle portait, contre le creux doux de sa gorge. « Vous voulez savoir la différence entre vous et moi ?» dit Ylva, et sa voix était la chose la plus vide et la plus certaine sur ce mur. « Vous avez passé 3 ans à décider qui mérite de mourir et à appeler cela de la patience. J'ai passé toute ma vie à être celle qu'on envoie pour le faire. Et j'ai décidé ce matin, sur ce mur, que j'en ai fini d'être prise par des gens qui m'ont confondu avec une chose sans volonté propre. En commençant par vous, vous avez besoin de moi, haleta Vion, son beau sang-froid enfin disparu, ses mains agrippant le poignet d'Ylva, et le trouvant aussi immobile que la pierre sous elle. Draven, Dunro, si je n'envoie pas de mots, ils brûlent. Vous ne pouvez pas les sauver et me prendre la vie à la fois. Choisissez, fille du Nord. Vous avez toujours été si douée pour savoir lequel d'entre nous tuer. Alors nous ferions mieux d'aller toutes les deux tout dire au roi ce que vous venez de me dire, dit Ylva très vite, avant la nouvelle lune. Mais Vion n'était pas venu seul à ce mur. C'était la partie qu'Ylva n'avait pas comptée, car pour la première fois de sa vie, elle avait laissé le chagrin la rendre négligente. Elle était sortie sur ce rempart, avec tout son cœur en ruine et son dos sans garde, pensant à un homme parmi ses cartes, et pas une seule fois à l'obscurité vide derrière elle. Et l'obscurité vide derrière elle avait été pleine tout le temps. Le coup la frappa dans le dos, au niveau des épaules, et elle tomba lourdement contre le parapet. Le couteau glissa de sa main sur la pierre, et par-dessus le bord, et disparut. Et ils étaient 3. Les propres hommes jurés de Vion, montés en silence, dans l'espace aveugle, au chagrin qu'Ylva avait laissé dans son propre dos. Vion se libéra en trébuchant,
la fureur sur son joli visage, une main pressée contre sa gorge là où le couteau avait reposé. Et elle cria un seul mot dans la cour, et le mot était un signal. Et partout en bas, dans la citadelle qui s'éveillait, Ylva entendit des portes claquer et de l'acier sortir. Vion était venu pour être certaine, et quand le couteau du Nord ne voulait pas être pointé, Vion avait simplement décidé d'agir sans lui. Aujourd'hui, maintenant, pendant que le roi se croyait en sécurité derrière un traité, et trahi par la seule lame qu'il avait laissé s'approcher. Ils allaient tuer Soren dans les prochaines minutes, et Ylva était au sol, désarmée, et la seule personne dans tout Halvengard qui le savait était une femme. Tout le monde dans ces murs avait toutes les raisons ce matin de croire qu'elle était venue pour le tuer elle-même. Elle se releva. Elle penserait plus tard qu'elle n'avait rien décidé du tout sur ce mur, que son corps avait simplement choisi avant que son esprit ne puisse peser le coup, de la même manière qu'il l'avait porté dans la cour la première nuit. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Et elle savait que ce n'était pas vrai, car dans la demi-seconde qu'il fallut pour se relever, elle vit avec une clarté parfaite le chemin propre, libre, sensé, celui où elle les laissait faire, où Dunro était épargné, et où elle partait riche, et où l'homme froid dans la tour ne pourrait plus jamais rien briser d'elle. Elle le vit en entier. C'était le chemin qu'on l'avait élevé, battu, et affûté toute sa vie à prendre. Et c'était, comprit-elle dans cette demi-seconde, la toute dernière fois que quelqu'un pourrait la forcer à le prendre. Et elle lui tourna le dos et alla le sauver. Et ce fut le premier choix entièrement libre de toute sa vie. Elle traversa les 3 hommes de Vion sans son couteau, car elle n'avait pas le temps de le trouver et n'en avait finalement pas besoin. C'étaient des hommes jurés, des hommes entraînés, et ils avaient le grand désavantage de croire qu'une femme au sol sans lame était une femme déjà vaincue. Et elle leur apprit à tous les 3 le contraire le temps de prendre 2 respirations, utilisant le parapet, l'obscurité, et la seule chose qu'aucun d'eux n'avait pensé à lui enlever, elle n'avait jamais de sa vie eu besoin qu'on lui donne une arme. Puis elle prit le mur, comme elle l'avait pris la première nuit. En bas, à travers, plus vite que l'alarme, plus vite que la poignée dispersée de tueurs payés par Vion, ne pouvait se rassembler dans un but. Et elle arriva dans l'escalier de la tour, avant eux tous. Et elle mit son dos contre la porte de la salle des cartes, où Sorin se tenait encore seul, ignorant, parmi les dessins d'un royaume qui était à ce moment-là en train de lui être enlevé. Il leva les yeux. Il vit son visage, son épaule déchirée, et les marques d'un dur combat sur elle, qui n'étaient pas ses propres blessures. « Vion, dit Ylva, c'est Vion. Elle a été la main dans votre maison tout ce temps, elle et Draven ensemble. Et elle n'attend plus la nouvelle lune. Elle monte ses escaliers maintenant, avec autant de lames que 3 ans de patience peuvent acheter. Et j'ai besoin que vous fassiez confiance à la seule personne dans cette citadelle que vous avez toutes les raisons ce matin de ne pas croire, et que vous vous teniez derrière moi et me laissiez tenir la porte. Et voici la chose à laquelle elle s'était préparée sans se l'avouer. Voici le moment pour lequel elle avait été envoyée il y a une vie dans un pays froid. Elle se tenait dans sa seule pièce sûre, avec sa mort montant l'escalier, et elle le regarda peser le pour et le contre, cet homme prudent qui pesait tout. Et elle savait exactement ce que les balances contenaient. D'un côté, tout ce dont on l'avait prévenu, tout ce qui était vrai. Une lame du Nord forgée par son ennemi, livrée à sa porte, ayant libre cours dans sa maison, se tenant maintenant entre lui et la porte, avec les traces du combat encore sur elle, et une histoire sur les lèvres qui le mettrait à son dos avec un couteau. De l'autre côté, rien que 3 semaines, une danse et ce qu'il avait vu en elle qu'elle n'avait jamais appris à voir en elle-même. Et Sorin de Halvengard, qui ne faisait confiance à personne, qui avait construit toute sa vie froide sur le fait de ne faire confiance à personne, regarda le couteau du Nord, debout, déchiré et meurtri entre lui et sa mort. La lame même dont on l'avait prévenu qu'elle avait été forgée pour mettre fin à sa vie. Et il n'hésita pas, même pas le temps d'une respiration. « Je vous fais confiance, dit-il. Tenez la porte, je la tiendrai avec vous. » Ils tinrent la porte ensemble. Ce ne fut pas un long combat, bien qu'il fût très mauvais. Et ils le menèrent dos à dos dans les décombres de ses cartes, les dessins de tout son royaume s'effondrant autour d'eux. Et plus d'une fois, son épée prit un coup, qui aurait trouvé son flanc non gardé. Et plus d'une fois, elle mit un homme à terre qui avait passé sa garde. Et aucun d'eux ne parla, et aucun d'eux n'en eut besoin, car ils avaient, en quelque sorte, en 3 semaines, appris la forme l'un de l'autre,
comme elle apprenait la forme d'une pièce. Et quand ce fut fini, quand les hommes achetés par Vion gisaient immobiles sur l'escalier de la tour, et que la vraie garde de Alvengard, enfin réveillée et menée par un Ran saignant et furieux, avait acculé Vion elle-même dans la cour inférieure, avec sa belle robe ruinée et sa patience enfin publiquement épuisée. Ylva se tenait dans la salle des cartes en ruine, le dos du roi contre le sien, tous deux respirant fort, et elle comprit que la chose était faite. La main dans la maison était prise. Toute la cour avait vu la tueuse du Nord défendre le roi de son propre corps contre les gens qui étaient venus prendre sa vie. Et aucune histoire que Draven raconterait au printemps ne pourrait jamais défaire ce que 100 témoins l'avaient vu faire. L'histoire qu'il raconterait maintenant serait la vraie. Elle l'avait écrite elle-même à travers un escalier de tour, dans une langue qu'aucun mensonge ne pouvait contester. Elle n'était pas la même blâmée, après tout. Elle avait pris la plume et non le couteau, et elle y avait apposé son propre nom. Sorin la tourna pour lui faire face dans les décombres. Il y avait les marques du combat sur eux deux, et les bruits de la citadelle se remettant en ordre, montant par la fenêtre brisée. Et il la regarda comme il l'avait regardée sur le givre à la pierre frontière. Seulement, il n'y avait plus rien de froid maintenant, rien de mesuré, rien de retenu. « Vous auriez pu les laisser faire, » dit-il doucement. « Vous l'avez vu. Je sais que vous l'avez vu. La sortie propre, Dunrow en sécurité et moi mort. Et vous, libre de l'homme qui vous a utilisé comme tous les autres. Vous vous êtes tenu sur ce mur, vous avez tout vu, et vous êtes venu pour moi à la place. Pourquoi ?» Et Ylva, qui n'avait jamais de sa vie dit une chose vraie et sans défense à voix haute, découvrit qu'elle était trop fatiguée et trop vidée pour chercher autre chose que la vérité. « Parce que vous avez dit que vous garderiez les portes, dit-elle. Dans la salle. Vous avez dit, juste cette fois. Laissez quelqu'un d'autre garder les portes. Et j'ai passé toute ma vie à garder chaque porte pour tout le monde, à surveiller chaque sortie, à compter toutes les façons dont tout pourrait mal tourner. Et personne, pas une seule fois, n'a jamais offert de monter la garde pour que je puisse poser le couteau le temps d'une seule chanson. » Sa voix se brisa, et elle la laissa faire. Et se laisser aller était sa propre sorte de mur qui tombait. « Je ne suis pas revenu pour le roi. Les rois peuvent trouver d'autres lames. Je suis revenu pour le seul homme qui m'ait jamais regardé et n'ait pas d'abord cherché la lame. Je suis revenu parce que vous êtes la seule porte que j'ai jamais eu peur de perdre. Et j'ai passé toute ma vie à n'avoir peur de rien du tout. Et je ne savais pas, jusqu'à ce matin sur ce mur, à quel point j'avais fini par avoir. Parce que je n'avais jamais eu une seule chose qui soit à moi à perdre. » Sorin ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose sur son visage qu'elle n'avait jamais vu sur aucun visage tourné vers elle de toute sa vie. Et il lui fallut un moment pour le comprendre, car elle n'avait pas l'habitude d'en être la destinataire. Ce n'était pas le besoin, ce n'était pas l'utilité. Ce n'était pas le triomphe avide d'un homme comptant une chose qu'il possède. C'était simplement de l'amour, simple et sans défense, et ne demandant rien en retour. « Alors laissez-moi défaire la chose que je vous ai faite, dit-il. Laissez-moi commencer par là. » Il le fit devant toute la cour. 3 jours plus tard, quand la citadelle s'était stabilisée, que Vion de Sar était sous bonne garde, et qu'un cavalier endurci était parti vers le nord pour dire à Draven que sa main dans la maison était prise, sa guerre défaite, et que Dunrow, s'il touchait une seule âme, répondrait à toute la force de Halvengard. Parce que le roi avait juré protection sur la forteresse qui avait fait la femme qui lui avait sauvé la vie. C'était la première chose qu'il avait faite, avant de laver le combat de sa propre peau, avant de laisser quiconque soigner les blessures qu'il avait reçues sur l'escalier de la tour. Il avait appelé un cavalier et juré la protection de sa couronne sur un pays froid de tourbe et de fumée qui n'avait rien fait pour le mériter, sinon élever la femme debout dans sa salle des cartes en ruine. Et quand Ylva avait compris ce qu'il faisait, elle avait dû se détourner pour qu'il ne voie pas son visage. Parce qu'il était allé bien au-delà d'elle et avait retiré des balances la seule chose qu'elle n'aurait pas pu supporter de perdre. Et il l'avait fait sans qu'on le lui demande, et il l'avait fait avant de faire quoi que ce soit pour lui-même. Il fit le reste dans la grande salle, en pleine lumière, avec tous ceux qui l'avaient regardé danser. « Quand cette femme m'a été amenée, dit Sorin, et sa voix porta jusqu'au chevron de pierre. Elle a été amenée comme un prix, échangée contre une frontière, irrévocablement. Ce qui est pris, par des hommes des deux côtés qui étaient d'accord. Elle était une chose qui pouvait être dépensée. J'étais l'un de ces hommes.
Je ne vais pas rester ici et prétendre que je ne l'étais pas. J'ai accepté l'échange parce qu'elle m'était utile, et je le lui ai dit, et je me suis cru honnête pour cela. La salle était absolument silencieuse. Ilva se tenait en dessous de l'estrade où on l'avait placée, en bleu marine, et ne savait pas où regarder. « J'avais tort, dit le roi Alpha. Pas de la vouloir. N'importe quel homme avec des yeux la voudrait. J'avais tort de penser que vouloir sa lame était la même chose que la vouloir, elle. Et j'avais tort de croire qu'une femme qui m'était donnée pouvait jamais être vraiment à moi, tant que la remise la liait encore. » Il descendit de l'estrade. Il traversa le sol exactement comme il avait traversé la pierre frontière, exactement comme il avait traversé la salle lumineuse. Et toute la cour se pencha, retenant son souffle, comme des gens qui savent qu'ils assistent à quelque chose qui sera raconté pendant des années. Alors je défais cet acte ici, devant vous tous, pour qu'il n'y ait pas d'erreur et pas de retour en arrière. L'échange est nul. Ce qui est pris n'est pas pris. Elle ne doit rien à cette maison et rien à moi. Et elle est libre, à partir de cet instant, de sortir par cette porte et d'aller où bon lui semble dans le monde entier. Assez riche pour ne plus jamais être échangée. Exactement comme je le lui avais promis dans la tour le premier jour. Un son traversa la cour comme le vent dans un champ. Et Ilva comprit, debout, figé sous l'estrade, ce qu'il faisait, à quel point c'était énorme, et à quel point cela retournait complètement le monde qu'elle connaissait. À la pierre frontière, elle avait été celle qui n'avait pas le choix, pas d'issue, aucun moyen de revenir en arrière. Et maintenant, il s'était mis exactement à cette place. Il avait fait de l'acte irréversible le sien, devant tout le monde, sans aucune garantie. Il avait renoncé à la lame la plus utile du Nord, la chose même pour laquelle il avait échangé une guerre. Et il l'avait fait d'une main ouverte, sans rien retenir, et sans aucune certitude qu'elle ne se tournerait pas simplement pour franchir la porte qu'il venait de jeter grande ouverte. Il s'était rendu, pour elle, à la chose qu'elle avait été à la pierre. Il avait lâché les portes. « Vous me laisseriez vraiment partir, dit-elle. » Sa voix n'était pas stable. Elle n'essaya pas de la rendre stable. « Je vous laisserai vraiment partir, dit Sorin. C'est tout ce que l'amour signifiait à la fin. J'ai eu tout faux toute ma vie. Je pensais que c'était s'accrocher. Ce n'est pas ça. C'est ouvrir la main. Il était très proche maintenant. Il ne tendit pas la main vers elle. C'est ce qui la défie complètement. Qu'un homme se tienne à un souffle d'elle et ne tende pas la main. Alors la porte est ouverte, Ilva de Dunrow. Personne dans cette salle ne vous arrêtera, et surtout pas moi. Et puis, si bas que c'était presque seulement pour elle, de la manière dont les choses les plus vraies entre eux avaient toujours été dites, mais je trouve que j'espère vraiment que vous resterez. Pas la lame, vous. Je garderai la femme et ferai fondre le couteau pour en faire un cale-porte, et je me considérerai comme l'homme le plus riche du monde. Restez, s'il vous plaît, je vous le demande. Je n'ai jamais de ma vie demandé quoi que ce soit à personne, et je vous le demande à vous. Et Ilva, qui avait compté les issues de chaque pièce où elle était entrée depuis l'âge de 5 ans, regarda la porte ouverte au fond de la salle. La sortie propre et libre, la chose qu'elle avait voulu toute sa vie. Et pour la première et dernière fois, elle ne la compta pas du tout. Elle la regarda, la porte réelle et ouverte, le vaste monde au-delà dont elle avait rêvé depuis qu'elle était assez petite pour se cacher dans une cheminée. Et elle découvrit que cela avait cessé d'être la chose qu'elle voulait. Et que cela avait cessé d'être si tranquillement et si complètement, parce qu'une personne ne peut pas pleurer une cage une fois qu'elle a cessé de la confondre avec le ciel. « Vous êtes un imbécile, dit-elle, et ses yeux coulaient, et elle souriait, et toute la cour allait la voir le faire. Et elle découvrit qu'elle s'en fichait éperdument. Vous aviez la chasseresse la plus mortelle du Nord, un bien que vous aviez acquis irrévocablement, et vous l'avez abandonné pour la chance qu'elle puisse choisir de rester. Le meilleur marché que j'ai jamais fait, dit le roi Alpha. Bien pire que la frontière, et valant 100 fois plus. Ce qui est pris, dit Ilva, et elle le dit comme personne ne le lui avait jamais dit. Pas comme une chaîne, pas comme un prix, pas comme une chose qui lui était faite par des hommes à travers une pierre dans le froid. Mais comme un choix librement fait, irrévocable, en pleine lumière d'une salle qui s'en souviendrait pour toujours. Elle tendit la main, et prit la main ouverte qu'il n'avait pas osé offrir, et la ferma dans les siennes, et fit enfin sien les mots. La salle éclata au son de cela, et quelque part au fond, la vieille Halda, qui avait dirigé la maison pendant 40 ans et enterré 2 maîtres en le faisant, porta son tablier à ses yeux, et se fichait de savoir qui le voyait aussi.
Finalement, ils se marièrent au printemps, sur le terrain même où elle avait été échangée. Parce qu'Ylva dit que la pierre frontière avait été le pire jour de sa vie et qu'elle avait l'intention de lui donner un meilleur souvenir à porter. Tout Alvengard vint, et une bonne partie de Dunro aussi. Car la guerre de Draven n'avait abouti à rien, et Draven lui-même avait perdu sa main dans la maison, sa prétention sur la fille, et son statut parmi ses propres hommes durs, qui découvrirent qu'ils avaient bien plus de respect pour la lame, une fois qu'elle avait prouvé qu'on ne pouvait pas la diriger. Torv vint au nord pour le mariage, sans y être invité, et se tint au fond, l'air de quelqu'un que le temps avait personnellement offensé. Et quand ce fut fini, il vint à Ylva, la regarda un long moment, et dit seulement « Tu ressembles à une femme ». Et elle comprit que de sa part, c'était la chose la plus proche d'une excuse qu'elle obtiendrait jamais. Et elle laissa cela suffire. Sorin pleura pendant les vœux. Elle savait qu'il le ferait. Elle avait passé 1 an à apprendre la pierre qu'il portait et exactement où elle se fissurait. Et elle avait su qu'au moment où elle dirait les mots d'engagement à voix haute, elle se briserait. Et ce fut le cas. Et il rit de lui-même à travers ses larmes. Et elle ne rit pas du tout de lui, car elle avait fait ses propres pleurs dans une salle 3 mois auparavant, et savait ce que cela coûtait à une personne qui avait passé sa vie à ne rien laisser paraître. Il posa son front contre le sien quand ce fut fini. « Ce qui est pris, murmura-t-il, lui rendant ses propres mots de la salle. « Il n'y a plus moyen de te défaire maintenant, et je ne le ferai pas même si le monde entier me le demandait. Je n'ai aucune intention de te laisser essayer, dit Ylva. Et tu pourrais te rappeler lequel de nous deux a prononcé l'engagement en premier sur un mur devant toute ta cour, pendant que tu essayais de me rattraper. Meilleur marché que j'ai jamais fait, dit-il à nouveau, ce qui était devenu une chose qu'il disait, et qu'il continuerait de dire à travers chaque année qu'ils auraient, jusqu'à ce que cela cesse d'être une plaisanterie et devienne simplement vrai. Elle n'arrêta jamais de compter les issues d'une pièce. Il y a des choses qu'une personne emporte d'une enfance comme la sienne et ne dépose jamais complètement. Mais elle découvrit dans les années qui suivirent qu'elle les comptait différemment, nonchalamment, comme une personne note le temps qu'il fait. Et que de plus en plus souvent, elle oubliait de finir. Parce que l'homme à ses côtés s'était avéré tenir la promesse qu'il avait faite dans la salle, et gardait les portes, chaque jour, pour que la chasseresse la plus mortelle du Nord puisse enfin poser le couteau et simplement être dans la pièce.